sideways into you. Bon, merci beaucoup d'être venu, de prendre du temps, de votre temps pour discuter ces questions du rapport au travail. Je pense, j'espère qu'il y a une ouverture dans ce que vous nous avez proposé pour parler du travail un peu généralement, et puis peut-être plus spécifiquement pour aborder certaines questions qui sont, disons, propres au travail social et aux transformations qui affectent le travail social en ce moment, dont je ne suis pas un spécialiste. J'ai fait quelques enquêtes chez les travailleurs sociaux en France, mais ça date déjà de quelques années. Et bon, déjà, ça avait permis de repérer pas mal de choses. Mais il y a des changements tellement importants et tellement rapides que je pense que votre situation ne correspond plus tout à fait à celle que j'avais investiguée autrefois. Ce qui fait que, bon, j'arrive quand même un peu de travers. J'avais un peu préparé un topo, et puis en plus j'en ai fait un autre ce matin, donc je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je vais dire, répéter. Et donc je veux demander pas mal d'indulgence. Je vais certainement improviser l'essentiel de ce que je vais vous dire, parce qu'en essayant de tenir compte de ce que vous avez soulevé, non pas tellement comme question, hein, pas tellement dans l'idée de pouvoir répondre à ces questions, mais essayer au moins de tourner autour et de vous dire comment on pense ces questions à partir de la clinique du travail. Il y a vraiment une spécificité du travail social qui, par rapport à beaucoup d'autres tâches qu'on rencontre dans le monde du travail, c'est la question du décalage entre le travail tel qu'il est prescrit et puis ce que font... Vous m'entendez ou pas là? Oui, ça va. Non, pardon. Du coup, j'ai un doute. Entre le travail tel qu'il est prescrit et puis le travail concret qu'il faut effectuer sur le terrain pour essayer de tenir les objectifs qui sont formulés dans l'organisation prescrite du travail. Il y a un écart là qui est plus important quand même que dans d'autres professions. C'est plus important, par exemple, beaucoup plus important dans le travail social que dans le travail médical ou dans le travail infirmier. Il y a vraiment là un gap énorme et qui est vraiment constitutif, je pense, de vos métiers. En plus, il y a une très grande diversité de métiers. C'est ce qui ajoute dans la difficulté. Je crois que vous l'avez signalé tout à l'heure. Je ne sais pas exactement comment ça se présente ici en Suisse, mais en France, il y a une multiplication entre guillemets, des métiers. Et là, il faut mettre des guillemets parce qu'il faut être prudent. Est-ce que véritablement le travail qui est effectué, le travail qui est accompli par les uns et les autres relève en propre de métier? C'est, à mon avis, un des éléments de la discussion. Il faut vraiment oser entrer dans cette discussion. Les uns nous qualifient tout ça de nouveaux métiers. Et globalement, on peut dire qu'on est d'accord avec ça. Ce sont des nouveaux métiers parce que le monde social change, parce que la demande sociale change et que donc les activités concrètes des travailleurs sociaux évoluent considérablement. Mais on a fait apparaître toute une série de catégories de travailleurs sociaux en France. C'est hallucinant. Il y a plus de 50 métiers ou 50 qualifications qui ont été définies. Mais il faut voir comment elles ont été définies, justement. Et à mon avis, un des problèmes, c'est que c'est très mal défini. Ce qui va poser en retour une série de problèmes, c'est comment fait-on pour évaluer le travail de gens dont on ne sait même pas décrire l'activité. Parce que, vous voyez, c'est quand même très particulier. Vous n'êtes pas les seuls dans cette situation, mais quand même, c'est plus important dans le travail social, je crois, qu'ailleurs. Bon, il y aurait on va être amené probablement à faire un certain nombre de nuances à ce propos, mais là, on tombe en plein, à mon avis, dans le problème de fond. Le premier problème, en tout cas, c'est celui de qu'est-ce que c'est que ce travail que vous faites, ou plus exactement, quelles sont les différentes tâches que vous avez à accomplir, comment décrire les activités qui sont les vôtres. Et on est loin d'un consensus là-dessus, de telle sorte que, vous voyez venir, évidemment, un des problèmes majeurs, c'est que les évaluations qu'on va faire de votre travail risquent d'être assez approximatives. Ce qui veut dire concrètement pour beaucoup d'entre vous qu'elles sont injustes. Tout simplement parce que pour pouvoir reconnaître le travail des gens, il faut d'abord le connaître. Il y a un problème d'antécédence de la... Alors c'est un débat très important. Faut-il ou non connaître pour reconnaître?
de mon point de vue à moi, du point de vue de la clinique du travail, il n'y a pas de discussion possible. Il faut d'abord connaître le travail, il faut d'abord être capable de le décrire pour avoir une chance de le reconnaître. Mais il y a des théoriciens qui considèrent que la reconnaissance est première. Il faut d'abord la reconnaissance et après, il peut venir une série de choses, dont la connaissance du travail et sa description. Donc, c'est plus un ensemble de préoccupations dont je vais vous parler là dans une première partie. Il y aurait un deuxième volet que je n'avais pas prévu de dire, mais en vous écoutant, ça m'apparaît absolument nécessaire. L'évolution des modes de management et des modes de gestion dans le travail social amène un certain nombre d'entre vous à des situations désagréables, des situations insolites et en même temps des situations qui sont pénibles. C'est d'être amené souvent, en raison de ces fameux objectifs qui vous sont fixés, d'avoir des pratiques qui ne correspondent pas à ce que vous pensez être bien. Alors le bien n'est pas exclu là de la discussion, hein, c'est-à-dire le jugement sur le bien et le mal, sur le juste et sur l'injuste, c'est absolument constitutif, ça traverse complètement le travail social et par conséquent, tout ce qui relève de ce qu'on appelle, de façon un peu plus théorique, la rationalité morale pratique, c'est une des dimensions fondamentales du travail social. Or, il y a des changements maintenant en matière de management, en matière d'organisation, en matière de gestion, qui conduisent un certain nombre d'entre vous, alors peut-être pas ici en Suisse, mais en tout cas en France c'est clair, à faire et à commettre des actes, à participer à des pratiques que moralement ils réprouvent. Ils ne pensent pas que c'est bien de faire ça. Ça pose des problèmes moraux, bien sûr, ou des problèmes politiques, mais ça pose surtout des problèmes psychologiques. Il y a des conséquences psychologiques d'être amené à participer à des actes que moralement on réprouve. Très précisément, le chapitre en question, c'est celui de la souffrance éthique, qui ne vous appartient pas en propre, c'est-à-dire c'est très présent dans le travail social, mais ça déborde largement. Je crois qu'aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs d'activité, les gens sont amenés à faire des choses que moralement ils réprouvent. Voilà. Alors, pour pouvoir discuter, il faut que je vous donne quelques éléments, des notions, disons, plus précises sur la façon dont on comprend le travail à partir de la clinique du travail. Parce que le travail, c'est un champ assez vaste et que se disputent de nombreux spécialistes. Je ne vous apprends rien, mais enfin bon, vous savez bien qu'il y a des sociologues, il y a des économistes, il y a des juristes, et les psychologues, ils arrivent toujours en dernier. Donc, mais enfin, voilà, il se trouve que malgré tout, nous avons une certaine conception du travail qui est donc nourrie, qui est alimentée par la clinique elle-même, c'est-à-dire par la connaissance du travail concret. Mais pour ça, donc nous arrivons à des conceptions du travail qui ne sont pas du tout congruentes avec celles des autres disciplines. Il y a des écarts importants. On n'est pas du tout d'accord aujourd'hui. Il y en a par exemple qui annoncent à grand renfort de publicité que c'est la fin du travail, par exemple. Vous avez dû entendre parler de ça, c'est la fin du travail, le travail est une valeur en voie de disparition, tout ça, ça va être remplacé par des automates, et c'est tenu par pas mal de spécialistes, hein. Il y a des sociologues qui tiennent ce point de vue, il y a des économistes qui tiennent ce point de vue, il y a des philosophes qui tiennent ce point de vue. Pour nous, à partir de la psychologie, du travail, à partir de la clinique du travail, c'est évidemment absurde, c'est aberrant, ça n'a aucun sens. Mais évidemment, la différence de diagnostic, elle n'est pas sans incidence non plus sur la question de la souffrance et du plaisir au travail. Voilà, c'est-à-dire que si on vous annonce que c'est la fin du travail, évidemment, ce n'est pas neutre du tout. Ça veut dire que maintenant, il faut garder son emploi. Puisqu'il y en a de moins en moins, il y aura de moins en moins d'emplois. Donc, quand on vous annonce la fin du travail à fort renfort de science et de journalisme, parce que là, du point de vue scientifique, c'est assez mauvais. Enfin, le grand tribun, à ce propos, c'est un monsieur que je voyais encore hier. Je ne regarde jamais la télévision, sauf quand je suis à l'hôtel. Donc c'est assez rare. Donc j'ai juste attrapé comme ça Jeremy Rifkin, voilà, qui annonçait la fin du travail. Bon, le résultat de ces effets d'annonce et aussi du renfort apporté par les scientifiques, c'est que ça fait peur. Ça introduit la peur. Et la peur, du coup, devient une des composantes du travail.
C'est ça la clinique. La clinique ne rate rien. Vous ne pouvez pas l'enlever. Travailler avec la peur, ce n'est pas la même chose que travailler sans la peur. La peur sur l'emploi, j'entends, avec la menace, etc. Et donc, la clinique, elle est amenée à redécrire le travail autrement que les autres. Alors, pour nous, l'essentiel du travail, hein, je vais aller assez rapidement à l'essentiel, c'est que depuis un certain nombre d'années, un certain nombre de scientifiques, pas tous, notamment les ergonomes, ont montré que le travail est toujours encadré par un ensemble de prescriptions, qu'on appelle le travail prescrit, qui définit pour chaque opérateur, donc pour chaque travailleur social, un objectif à atteindre. Dans certains cas, la prescription ne s'arrête pas à l'objectif, elle précise le chemin qu'il faut parcourir pour atteindre cet objectif. Dans vos domaines, c'est le pire de tous. Le mode opératoire, ce qu'on appelle le mode opératoire pour atteindre l'objectif, est très peu défini. C'est un scandale, d'une certaine façon. On vous donne un objectif, mais après, comment on fait pour atteindre cet objectif? Comment on fait pour prévenir dans une famille que les prochaines filles ne soient pas mises sur le trottoir par un père abusif? On vous donne l'objectif à atteindre, il faut faire de la prévention de l'alcoolisme, de la prévention de la toxicomanie, mais comment on fait? Débrouillez-vous. Donc la question du chemin est une question importante, et dans certains cas c'est très précis. Si vous travaillez sur une chaîne de montage automobile, le mode opératoire est extrêmement précisément prescrit, et dans d'autres tâches, c'est vraiment laissé de côté dans le silence. Donc vous avez une prescription, et en termes ergonomiques, ça s'appelle la tâche. La tâche, c'est l'objectif à atteindre. Et ce qu'ont montré les ergonomes depuis plus de 50 ans maintenant, c'est que les gens qui travaillent ne font jamais ce qui a été prescrit. Voilà. Jamais. Même sur une tâche qui dure moins d'une minute, les gens ne font encore pas le mode opératoire prescrit. Et pourtant, ça a été très pensé avec des tables, des calculs, des ABAC, des tables MTM, des Terblix, où on a des unités de mesure et tout. Malgré les ingénieurs des méthodes, etc., les gens ne font pas ce qui a été prescrit. Et ce n'est pas parce qu'ils sont délinquants ou parce que ce qu'ils aiment c'est la transgression, c'est l'indiscipline, c'est parce que le problème est que si on fait exactement ce qui est prescrit, ça ne marche pas. C'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que, donc d'une certaine manière, nous sommes tous obligés de tricher pour que ça marche. Le gars sur la chaîne de montage, il fait pas ce qu'on lui dit parce qu'il est déjà en train de regarder la pièce qui arrive après ou la voiture qui arrive après pour voir quels sont les défauts, anticiper les défauts pour économiser ses efforts et économiser sa souffrance. Et puis ce qu'on n'a pas prévu dans le mode opératoire, c'est que de mettre des boulons et de mettre des vis, etc., au bout d'un certain temps, les doigts, ça s'use. La peau, elle s'use, ça fait mal, ça saigne. Donc les mecs, ils mettent des bouts de chiffon au bout des doigts. Encore aujourd'hui, hein, croyez pas, parce que c'est les flux tendus. Non, c'est encore comme ça. Et ils mettent des bouts de chiffon. Ça s'appelle des poupées. Mais quand vous avez des chiffons au bout des doigts, vous avez perdu l'habileté. Donc ça complique beaucoup le travail. Donc il faut faire des économies sur un autre secteur pour pouvoir boulonner avec les conditions de chiffon. C'est pas de leur faute. Ils font ce qu'ils peuvent. Donc l'idée, c'est d'anticiper. Donc quand ils voient une pièce, eux, ils ont un coup d'œil qu'on leur a jamais appris, que la pièce qui arrive, elle n'est pas calibrée comme il faut, et que s'ils la mettent dans la machine, paf, ça va sauter. Donc ils jettent la pièce. Quelquefois, ils gueulent, d'ailleurs, en plus. C'est pas prescrit non plus. Mais, alors on entend, ça fait déjà 3-4 pièces. Bon. Et donc, il prend les pièces et il les met entre les doigts pour arriver à économiser du temps. Vous voyez, tout ça, vous voyez, et il faut des trésors d'intelligence pour réajuster ce qui a été prescrit et faire en sorte que ça passe, pour ne pas couler dans la chaîne. Parce qu'en même temps, il faut que ça bouge, la chaîne, elle tourne pendant ce temps. Donc même sur des tâches élémentaires, les gens réajustent le mode de travail, et ce qu'ils font, ça ne s'appelle plus la tâche, en ergonomie, ça s'appelle l'activité. Voilà. Tâche, activité, et vous avez des spécialistes ici. Manifestement, j'ai compris l'analyse de l'activité. En réalité, la tâche elle-même, ils la redéfinissent.
finalement, parce qu'on n'arrive jamais à avoir exactement le résultat qui a été demandé. Dans aucune tâche, c'est possible. Donc, si j'insiste sur les tâches élémentaires, vous voyez ce que ça veut dire dans vos tâches à vous. Où là, c'est des tâches d'une énorme complexité, avec quelquefois une durée, un cycle extrêmement long. Donc, entre la tâche et l'activité, il y a un écart énorme. Fondamentalement, travailler, c'est combler cet écart. Si vous exécutez, c'est-à-dire si vous êtes vraiment obéissant, si tout le monde se met à être obéissant, à faire ce qu'on vous dit, ça s'appelle la grève du zèle. Et donc ça tombe en panne, ça s'arrête. Dans le meilleur des cas, ça tombe en panne. Quelquefois, quand c'est des trucs dangereux, ça saute. Si les gens exécutent les ordres dans une centrale nucléaire, elle saute. C'est ça que je suis en train de vous dire. Hein. Mais oui, mais on le méconnaît. C'est l'inverse qu'on nous dit. Mais la réalité, c'est que si les gens ne trichaient pas avec... Donc, vous êtes obligés, le mot est lâché, tricher. Travailler, c'est tricher. Et c'est tricher, pas pour le plaisir de désobéir, mais tricher pour bien faire. C'est un mot du langage ouvrier, la tricherie, donc c'est un mot qui est habilité hein, dans notre discipline, en clinique. C'est la tricherie d'un ourlet, c'est la tricherie d'une cote. Enfin, vous connaissez ça, ou vous ne connaissez plus parce qu'il n'y a plus de couturière, mais autrefois, la couturière, elle trichait les ourlets. Donc, quand elle voyait arriver la dame, tout de suite, elle la regardait, il voyait qu'il y avait une épaule un peu plus haute que l'autre. Donc, on triche l'ourlet en bas de la robe. Parce que si vous ne trichez pas, alors avec les volants en plus et tout, elle a l'air complètement de travers, la dame. C'est pas beau. Si vous voulez. Donc vous trichez l'ourlet sur l'autre côté pour compenser la déformation. Donc ça s'appelle tricher. Excusez-moi, j'ai des lapsus. Je suis psychanalyste, je suis excusé. C'est congénital. Et donc, je ne trousse pas la dame, je triche l'ourlet. Oui. Et en plus, c'est sexuel, de toute façon. Donc, on triche un ourlet. On peut tricher une cote aussi, pour arriver à ce que la porte, elle entre dans le bâti, parce que le bâti, il est un peu tordu, donc on triche une cote. Elle n'est pas réglo. Si vous le mettez réglo, ça ne rentre pas. Non, ça n'entre pas. Donc, travailler, c'est tricher. Voilà. Et tricher au sens noble du terme. Tricher pour bien faire. Donc, le travail, c'est ce qu'il faut ajouter à la prescription. C'est ce par quoi il faut la déformer pour que ça marche. C'est ce qu'il faut, ajouter aux prescriptions qui, sans être ajoutées, ferait qu'en exécutant purement les prescriptions, on n'arriverait pas au résultat voulu. Voilà. Alors pourquoi faut-il toujours ajouter quelque chose? C'est parce que même quand vous avez des organisations du travail qui sont très bien conçues, très bien prévues, ce qui n'est pas souvent le cas dans le travail social, mais peut l'être dans des sciences de l'ingénieur, enfin dans les secteurs plus industriels, et peut l'être avec des formats extrêmement précis. Hein. Si aujourd'hui dans les activités de service, on a un mode d'organisation qui peut être aussi dur et aussi sévère que dans l'industrie. Hein. Les formats dans lesquels il faut parler avec le client, quand on est à France Télécom, vous n'avez pas le droit de vous écarter. Hein, Voilà, il y a un script. Et vous devez suivre le script et pas dire un mot à côté. En plus, on vous surveille. Donc, il y a une étape d'écoute et on entend ce que vous dites. Donc, c'est extrêmement sévère, extrêmement rigoureux. Bon. Mais en fait, même quand ce travail est très bien pensé, très bien organisé, eh bien, ça ne se produit, ça n'arrive jamais exactement comme ça a été prévu. Voilà. Ça, c'est un point fondamental. Même sur une chaîne de montage, je peux vous démontrer que ça ne marche pas comme prévu. Les stocks, les pièces, elles ont été pourtant triées. Ben, il y en a qui sont mauvaises, il y en a qui ne vont pas s'adapter. Et même sur l'enchaînement, c'est-à-dire le rythme des voitures qu'il faut faire, on n'est même pas capable de... Je ne sais pas, c'est hallucinant de voir que même sur des choses quand même très anciennes comme l'automobile, on ne maîtrise pas complètement le processus de travail. Il y a toujours des incidents, il y a toujours des dysfonctionnements, il y a toujours des pannes. Voilà, même les ordinateurs, ils tombent en panne. Pas celui-ci, parce qu'on est en Suisse, mais en France, ça tombe en panne tout le temps. On a des bugs, ça s'appelle. Bon. Et donc, ça désorganise votre travail. Il faut le reprendre. Du coup, vous ne pouvez plus le faire comme vous l'avez fait précédemment. Si vous préparez votre conférence et que... Bon, là, je ne l'ai pas fait, mais bon... normalement... enfin, je l'ai fait, mais ça ne sert à rien. C'est écrit, c'est tapé, tout ça. Vous mettez le truc, et au dernier moment, bug. Vous perdez votre conférence. C'est un truc qui arrive à plein de chercheurs, à plein d'enseignants. Donc, le lendemain, il faut faire la conférence de mémoire où il faut improviser. Et ça, c'est le travail ordinaire, en réalité. C'est comme ça. Vous commencez un cours et puis les gens se mettent à chahuter.
Vous n'allez pas continuer votre cours comme ça. Il faut remanier le contenu de ce que vous racontez. Et donc, voilà, l'incident, c'est qu'il y a un chahuteur. Voilà, l'autre jour, il y a une fille qui est arrivée, et pareil, je ne sais pas si elle était beurrée ou si elle était... Voilà, elle s'est mise à hurler dans l'amphithéâtre. Et j'avais un cours de 3 heures à faire. Il faut gérer. C'est pas prévu, si vous voulez. C'est compliqué, cette histoire. Et travailler, c'est ça. C'est pas exceptionnel. Quand on fait des cours de psycho, il y a toujours des fous qui viennent. Et ouais, ils aiment ça, hein. Donc c'est assez fréquent. Sauf que vous ne savez pas comment ça va se présenter. Ce n'est pas parce que vous avez une expérience de la folie une fois de quelqu'un dans la salle que vous en êtes sorti. Il faut réinventer à chaque fois. Voilà. Ce dont je suis en train de vous parler, c'est du réel. Voilà. Entre le prescrit, c'est-à-dire la tâche, et ce que les gens font, l'activité, vous êtes obligé de réajuster parce qu'il y a toujours des interférences, de choses inattendues, des incidents, des pannes, des dysfonctionnements, des bugs, tout ce que vous voudrez. Un étudiant qui vient vous embêter. Et donc, ce qui surgit à ce moment-là apparaît comme un obstacle donc inattendu, imprévu, qui remet d'ailleurs en cause la prédictibilité, ce qui est un autre problème, et qui se fait connaître à vous par l'obstacle qu'il oppose à votre savoir-faire, à votre technique, à votre connaissance. Voilà. Vous avez bien prévu que... Voilà, je peux vous en donner un exemple. Une fois, j'avais un malade... Quand j'étais interne, je m'en souviens toujours parce que ça m'a évidemment beaucoup marqué, il avait une insuffisance respiratoire. En fait, il avait un cancer du poumon, donc il avait un œdème de la plèvre. Vous voyez ce que c'est un épanchement pleural. Il pouvait respirer de moins en moins bien, il s'asphyxiait. Donc il faut évacuer la plèvre, faire une ponction pleurale. Et pour ça, je descends dans une salle de réanimation, parce que c'était plus pratique, c'était plus propre, il y avait le matériel, etc. Et donc, on va au sous-sol, dans les salles de réveil, de réanimation. Et puis je lui fais l'injection, pour l'anesthésier, pour pas qu'il ait mal, je lui fais une petite anesthésie là entre les deux côtes. J'attends que ça agisse, et au lieu que ça agisse, le type il change de couleur. Et puis petit à petit, il se met à étouffer de plus en plus, et puis il devient tout bleu, tout cyanosé, et puis il est en train de mourir, quoi, en train de s'étouffer. Il est en train de faire un état de choc, une allergie massive, aux produits qui est une xylocaïne qu'on utilise partout, que vos dentistes utilisent tous les jours avec vous. Hein. Ça peut arriver aux dentistes et aussi à vous. Mais enfin, surtout aux dentistes, ça m'intéresse. C'est-à-dire, tout à coup, vous avez fait un truc absolument classique, normal, bien, et paf, ça tourne mal. Et là, il y avait des réanimateurs à côté, donc c'était facile. On essaye de l'intuber, on n'arrive pas à rentrer l'air. C'est l'horreur, il fait un arrêt cardiaque, une fibrillation ventriculaire, on le choque, on le rattrape, on fait le massage cardiaque, on essaie d'insuffler l'air, ça passe pas, et en quelques minutes, ça fait un emphysème sous-cutané, tout l'air passe sous la peau, donc il se transforme en bibendum en quelques minutes. C'est plus un être humain, c'est un boudin énorme. Et au bout d'une demi-heure, il est mort. Hein. Pourtant, vous avez utilisé une technique qui est parfaitement rodée. Moi, j'étais qu'interne, j'ai obéi à ce que m'avait dit mon patron. J'ai fait l'injection de rien du tout, d'un millilitre, et il est mort. C'est le réel. C'est ça le réel. Ce qui se fait connaître à celui qui travaille, qui pourtant a une technique, c'est important. Ça ne marche, cette explication, cette illustration, que si vous tenez compte que le praticien ou le travailleur social que vous êtes fait bien son travail, connaît son métier. Sinon, si vous ratez et que vous tuez vos malades, c'est tout simplement parce que vous êtes un maladroit. Bon. Là, je ne parle pas de ça. Je dis, vous êtes un bon technicien, vous connaissez le métier, vous avez du savoir-faire, et pourtant, ça vous échappe, et vous vous retrouvez avec... Donc, ça se manifeste sous la forme d'une résistance à la maîtrise. Ça s'appelle le réel. Le réel du travail, c'est ce qui se fait connaître à celui qui travaille par sa résistance à la maîtrise. Voire résistance à la connaissance, savoir-faire, enfin tout ce que vous pourrez mettre là, toute une série d'items. L'important, c'est la perte de la maîtrise, alors que vous travaillez bien. C'est un paradoxe. C'est au moment où vous échouez, au moment où ça ne marche plus, que certainement vous êtes en face du réel. Et que peut-être ce que vous teniez pour vrai jusque-là, et qui était constitutif de votre savoir, constitutif de vos connaissances, constitutif de votre technique, et de vos savoir-faire, peut-être que c'était une illusion. En gros, c'était vrai, mais dans la pratique, vous tombez devant le réel qui s'impose à vous sur le mode de la perte de la maîtrise. Et donc, c'est une expérience extrêmement désagréable, en général désagréable.
Dans certains cas, pour un certain nombre de gens très équipés, intellectuellement, psychiquement, etc., c'est plutôt rigolo d'avoir un échec. On va pouvoir faire quelque chose d'un petit peu intelligent. On voit ça, hein, y compris dans des choses inouïes. Mais dans l'ensemble, l'expérience du réel, c'est une expérience désagréable. C'est une expérience de mise en échec. Voilà. Quand vous conduisez une centrale nucléaire et que la centrale se met à dériver, que vous essayez de faire des actions dessus, vous appuyez sur les boutons, vous lancez l'injection, etc., de sûreté, etc. Et puis ça ne réagit pas, ça continue à dériver. C'est pas du tout amusant. C'est pas du tout agréable. Quand vous êtes médecin et que votre malade commence à vous claquer dans les doigts, c'est pas amusant. Et quand vous êtes avec un délinquant et que tout à coup vous perdez le contact et que ça va se terminer, qui va vous cogner dessus, c'est pas amusant. Ça, c'est le réel. C'est-à-dire, finalement, vous perdez la main. Et donc, l'expérience du réel, c'est une expérience pénible, c'est une expérience de l'échec. Et donc, le réel, si vous avez bien compris ce que c'est, se fait connaître à celui qui travaille, non seulement par sa résistance, mais se fait connaître affectivement. La connaissance du réel est d'abord affective. C'est un échec. Ensuite viennent toute une série d'enchaînements de sentiments variés. Si ça dure trop longtemps, vous commencez à être énervé, agacé, irrité, ça m'énerve, etc. Et puis, si ça continue encore pendant un jour, 2 jours, que ça ne marche toujours pas, vous commencez à avoir des soucis, vous êtes irrité, vous ne dormez pas la nuit, ça vous empêche de dormir, vous y repensez tout le temps, enfin, ça vous prend la tête. Et puis après, à la fin, vous vous découragez, vous dites, ce soir, je suis nul, j'y arriverai jamais. Ce n'est pas du tout exceptionnel. On se sent tout à coup incompétent. C'est la suite de cette expérience du réel, de ce qui résiste. Dans nos métiers, c'est très fréquent. En psychiatrie comme dans le travail social, ça ne marche pas très bien. La résistance voilà, à l'objectif à atteindre, c'est terrible. Et c'est vrai que ça nous prend quand même. Donc c'est affectivement pénible. Travailler, c'est toujours souffrir. Donc le réel génère affectivement d'abord et avant tout la souffrance. Il n'y a pas de travail sans souffrance. Il n'y a pas d'organisation du travail, aussi bonne soit-elle, qui vous épargne la souffrance. Ce qui n'est pas joué dans le travail, c'est le destin de cette souffrance. Mais la souffrance, elle est toujours au rendez-vous. Alors, si cette souffrance s'accumule et que ça continue à s'aggraver, finalement, vous allez tomber malade. Vous allez faire une décompensation psychopathologique, voire somatique. Un certain nombre d'entre nous ne sommes pas très bien préparés à faire une psychose ou un délire, on n'est pas capable de le faire, mais en revanche, on est capable de faire une poussée de rectocolite hémorragique, un infarctus du myocarde, enfin des tas d'autres cochonneries qui ne valent pas mieux. Hein. Simplement, voilà. Il y en a qui trouvent ça plus élégant, mais enfin, un infarctus, c'est pas terrible non plus. Hein. Bon, voilà. Mais il y a une décompensation au bout. Au contraire, il y a des situations dans lesquelles l'organisation du travail permet de jouer avec ce réel et avec la souffrance, un rapport spécifique qui fait qu'on va transformer la souffrance en plaisir. Et donc c'est important de comprendre quel est le chemin qui permet de transformer cette souffrance en plaisir. Alors, je pense que tant pis, je vais comme j'improvise, je suis un peu dans le désordre, mais je vais quand même faire une petite dérivée, comme ça, une dérivation, à propos de la souffrance des travailleurs sociaux. Quand les gens souffrent parce que les objectifs qu'on leur fixe sont inatteignables, c'est impossible, hein, ou qu'ils se font systématiquement critiquer, voire disqualifier pour leur incompétence, alors qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour que ça marche, il y a de la souffrance, c'est vrai. Mais on ne subit pas on ne s'en tient pas à subir passivement la souffrance. Sinon, on tomberait tous malades. Et vous seriez majoritairement malades. Donc le problème qui est posé, c'est comment se fait-il que vous teniez encore dans les positions qui sont les vôtres? Et comment font beaucoup de gens qui sont dans des situations très, très pénibles sur le plan du travail, très pénibles au point de vue de la souffrance, et qui pourtant ne tombent pas malades. Ils ne tombent pas malades parce qu'ils ne s'en tiennent pas à subir la souffrance, ils développent contre cette souffrance des défenses. Alors les défenses que j'ai rencontrées dans le travail social, c'est juste pour vous indiquer des choses qu'on avait vues. La première défense, c'est curieusement une sorte d'activisme, une hyperactivité. Des gens qui en font de plus en plus.
Ils ont l'air de plus en plus concentrés, de plus en plus occupés. Ils travaillent, ils en rajoutent, ils sont tout le temps avec un air, toute une dramaturgie dans laquelle on montre que vraiment c'est difficile et qu'ils sont très, très accrochés, très endurants, qui se battent avec l'adversité, qui ne lâchent pas le morceau, qui sont obstinés. Enfin bref, ils ont toutes les qualités, ça se voit, quoi. Et on se concentre sur la tâche et l'idée, c'est en fait de le faire de telle façon qu'on n'a plus même le temps de discuter avec les collègues. Comme ça, finalement, j'entretiens une sorte de discrétion sur ce que je fais. On voit que je travaille, mais ce que je fais, personne ne sait. De manière assez habile de dissimuler le truc. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il est très occupé, ça se voit. Donc on ne l'embête pas. En réalité, ça ne marche pas, ça ne va pas, il en a marre. Donc il s'enferme dans cette hyperactivité qui le coupe des autres. C'est un activisme défensif qu'on a très souvent rencontré. C'est la première qui ont décrit ça, c'est Dominique Dessort et Christian Jaillet, dans un centre de réadaptation fonctionnelle pour des gens qui avaient des troubles neurologiques, troubles traumatiques. Et il y a à la fin, c'est un très beau centre de réhabilitation, de rééducation, etc., physique, avec des médecins très sophistiqués. C'était le plus beau centre en Europe, naturellement en France. Vous imaginez, au bord de la mer et tout ça. Et en fait, pour justifier ces résultats mirobolants de l'institution, il fallait aussi qu'on montre que les gens qui sortaient de ce centre trouvaient une réadaptation sociale particulièrement brillante et donc trouvaient un boulot. Alors évidemment, vous avez à la fin du truc, un goulot, c'est le travail social. Des gens, il faut qu'ils se débrouillent maintenant pour trouver du boulot à des gens qui sont handicapés physiques. Quelquefois, ils finissent par être un peu aussi abîmés mentalement parce que c'est pas facile d'avoir une hémiplégie. Et alors, soi-disant, on doit arriver à les faire bosser. Alors que, vous savez, la crise de l'emploi, donc ça fait un certain... Donc, le service social, il est la vitrine de l'institution. Ça ne marche pas, ça ne marche pas bien. Donc, vous avez là un ensemble de travailleurs sociaux qui sont hyper actifs. Ils sont très, très occupés. Personne ne sait ce qu'ils font, mais enfin, qu'est-ce qu'ils travaillent bien. Et c'est une manière de se protéger, justement, de beaucoup de choses, mais c'est une défense contre le fait d'avoir à éprouver et de penser en plus. Et il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas seulement se cacher des autres, mais qui à la fin est une manière de se cacher à soi-même. Je suis tellement pris dans l'activité que j'ai même plus le temps de penser à ma situation, qui est en fait une situation d'échec. Voilà, c'est une formule assez fréquente dans le monde du travail, des gens qui s'auto-accélèrent, qui s'en imposent encore davantage, en fait, pour ne plus penser. La tragédie de la situation dans laquelle ils sont. Voilà, on s'active, on ne pense plus. Et vous voyez des cadres aujourd'hui qui sont pris dans la même situation, qui n'arrêtent pas de travailler, et qui n'arrivent plus à penser ce qu'ils font, ni à quoi ça sert. D'ailleurs, il ne faut pas le penser, c'est pour ça qu'ils souffrent. Ils ne savent plus à quoi ça sert, mais il faut faire du chiffre, ils font du chiffre, ils font des tableaux, on fait des tableaux, ils font que ça. Matin, midi, soir, dans l'avion, partout, ils font leur truc, ils n'arrêtent pas. Ce qui a des inconvénients très, très graves du point de vue de la santé, parce que cette auto-accélération, cet activisme gêne le fonctionnement psychique par ailleurs, le fonctionnement fantasmatique, etc., et pousse les gens vers un certain type de pathologie que je ne vais pas vous décrire maintenant, c'est trop long. Une deuxième forme de défense qu'on avait retrouvée dans nos enquêtes auprès des travailleurs sociaux, c'était essentiellement des femmes, des travailleuses sociales, c'était qu'on leur confiait un certain nombre de tâches à faire dans des institutions, en particulier la réadaptation, la réintégration d'un certain nombre de salariés dans l'entreprise, c'est une très, très grosse entreprise. Il faut donc, c'est leur boulot, de trouver des postes adaptés, enfin de faire tout ce qu'il faut pour que ces gens réussissent à continuer à travailler ou à faire des reprises du travail, etc., en dépit de problèmes psychologiques, psychopathologiques, etc., problèmes sociaux, problèmes d'endettement, etc. En fait, il y a une absurdité dans ce travail qui apparaît à l'évidence pour quiconque est à l'extérieur, c'est qu'en même temps qu'on donne pour objectif aux travailleurs sociaux de réintégrer les handicapés, en réalité, on crée une organisation du travail en amont qui est tellement de plus en plus contraignante
qu'elle crée de plus en plus de désadaptation et de plus en plus de malades. Donc vous êtes dans un truc qui est complètement absurde. Ça détruit les gens. Vous avez une organisation de travail qui constamment augmente les objectifs, accroît les pressions, et les gens tombent de plus en plus malades, sont de plus en plus incompétents vis-à-vis du travail. Et là, je vous parle y compris d'endroits où il y a des cadres supérieurs, des gens qui ont une très grosse formation et dont les objectifs sont tellement compliqués, il y a sans arrêt des changements de structure, des changements de logiciels, de trucs qui sont tellement compliqués que les gars n'y arrivent pas. Et donc on accélère ça, donc il y a de plus en plus de cas. Si on pense cette situation, il y a quelque chose d'absurde. Le travailleur social, il est dans une situation complètement débile. Ça n'a aucun sens de réadapter des gens si pendant ce temps on ne lâche pas quelque chose du côté de l'organisation du travail. Alors quand on aborde ça et qu'on dit mais avec ces travailleurs sociaux, oh là, la grande défense, c'est une stratégie très étrange, c'est la stratégie de l'ingénuité, de la naïveté, de l'angélisme, une stratégie de la bêtise. Et là, on est très frappé parce qu'à chaque fois qu'on arrivait sur des questions qui commencent à devenir compliquées sur est-ce que c'est bien ou pas bien de faire ce travail, est-ce que c'est juste ou pas juste d'agir comme ça, alors elle disait oh là, alors là, ça me dépasse complètement. C'est des problèmes, c'est trop compliqué. Nous, on n'est pas assez intelligents pour comprendre ça. Vous voyez, c'est une défense, hein, bien sûr. C'est-à-dire qu'il vaut mieux ne pas y penser, et quitte à passer pour imbécile, et être effectivement, voilà, on est les imbéciles là, au bout du truc, pour ne pas avoir à tenir ce truc, parce que c'est insoutenable. Psychiquement, d'être amené à faire un travail qui est irrationnel. C'est clair ce que je vous dis? Non. Bon. Je passe. J'espère que vous ne comprenez pas que tous les travailleurs sociaux font ça. Je dis ça. C'était dans cette institution-là, auprès des travailleurs sociaux. Pas du tout que c'est une stratégie d'ensemble du métier. Hein. Voilà. Alors, maintenant, face au réel, ceux qui résistent, qu'est-ce qu'il faut faire? Le problème, c'est que le travailleur social qui est en face de la résistance du monde, hein, de la résistance de ses clients, de ses usagers, des gens auprès desquels il intervient, à ce qu'il apporte comme service. C'est comme ça que ça se fait connaître. Hein. La résistance, ça ne marche pas. Les gens n'arrivent même pas à s'emparer de ce que vous leur proposez. Vous leur prescrivez des choses. Alors, vous avez des techniques très sophistiquées, vous n'êtes pas forcément toujours directif, on accompagne, on suggère, on attend, on est non directif, tout ça. Malgré tout, ça ne marche pas. Alors, il faut, pour arriver à surmonter ce réel, il faut inventer des solutions. Donc, le problème qui est posé vis-à-vis de cet écart entre le prescrit et l'effectif et entre les deux le réel, c'est qu'il faut une intelligence spécifique qui soit capable d'inventer des solutions que je ne connais pas encore. Et que les autres, peut-être d'ailleurs, un certain nombre d'entre eux ont une solution, mais leur solution à eux, elle leur convient à eux, et c'est pas sûr que je puisse m'en emparer de la même façon. Voilà. Il faut que je la trouve par moi-même, cette solution. Il faut que je me heurte moi-même au réel. Voilà. Alors cette intelligence, elle est une intelligence qui n'est pas étudiée généralement par les psychologues ou par les cliniciens, par les spécialistes de la cognition. C'est une intelligence qui implique la subjectivité tout entière. Vous ne trouverez cette solution que si vous êtes capable d'endurer l'échec. L'endurance, c'est un point capital. Il n'y a pas d'intelligence sans endurance. Ça ne marche pas. Vous rentrez chez vous, vous y pensez encore, vous n'endormez pas la nuit, vous emmerdez votre conjoint, vous emmerdez vos enfants. Ça fait partie du travail. C'est vrai. Ce que je vous dis est absolument vrai. Vous en rêvez la nuit. Ça fait encore partie de votre travail. Et à force d'endurance, à condition que vous soyez suffisamment endurant, après un rêve, un matin, vous allez vous réveiller, et il va vous venir une idée que vous n'aviez pas jusque-là. Tiens, je vais essayer ça. Et ça marche. C'est très important de comprendre que c'est de l'échec. Travailler, c'est échouer. Travailler, c'est souffrir. Et travailler, c'est endurer l'échec. Le temps qu'il faut, parce que c'est à force d'échecs et de tentatives ratées, donc il faut que je les tente et que je les rate pour finalement trouver le bon chemin. Donc la solution, elle est inventée, mais elle est une retombée, on pourrait dire. Elle est un rejeton de l'échec et de l'endurance à l'échec. Donc il faut accepter, pour développer cette intelligence, de se faire prendre tout entier, toute sa subjectivité, jusque dans ses rêves,
par le travail. Donc on sait où le travail commence, mais jusqu'où il s'arrête, jusqu'où il va, où il s'arrête, on n'en sait rien. Je pourrais vous montrer également que, en fait, vous demandez aussi à votre conjoint, à vos enfants, d'apporter une contribution à votre travail. Parce qu'il faut qu'ils supportent que vous soyez irrité, que vous ne dormiez pas la nuit, que vous ne soyez pas disponible, la disponibilité de la mère de famille. Elle n'est pas disponible, donc il faut qu'il y ait quelqu'un pour compenser. Alors, quand c'est un homme qui ne va pas bien, en général, les femmes sont assez gentilles, elles aident et tout. Hein. L'inverse est beaucoup plus rare. C'est rare que le mec dise « Attends, maman, elle a des problèmes avec son boulot, donc je vais faire la cuisine. » Non, non, l'embête pas, fais pas de bruit, je m'occupe de tout, repose-toi ma chérie, je fais tout. Ça existe. Ouais, c'est plus rare. C'est pas du tout la même chose, la souffrance au travail pour les femmes et pour les hommes, justement parce que la séparation supposée entre travail de production et travail domestique n'est pas du tout la même chose pour les hommes et pour les femmes. En plus, elles se tapent le boulot domestique et en plus, elles n'ont pas la coopération des mecs. Alors que l'inverse, vous savez, c'est tout à fait autre chose. Donc c'est quand même plus facile pour les hommes que pour les femmes, dans l'ensemble. Voilà. Si vous voulez, on en parle, parce que c'est un point capital. C'est genrer le travail, et c'est genrer la souffrance au travail, et les stratégies de défense, elles sont aussi genrées. La stratégie de la bêtise ne peut être qu'une production de femmes. Vous ne verrez jamais des hommes dire ça. C'est impossible comme défense. Vous n'allez pas me dire oh non, 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 trop bête. Ça se saurait si c'était une défense. Non, non, pas du tout, jamais. Donc voilà. Tout ça, c'est très compliqué, cette histoire des rapports entre hommes et femmes, mais ça traverse complètement le monde du travail. Donc il faut, cette intelligence, elle suppose d'accepter d'être envahi dans sa vie personnelle, et je pourrais vous montrer que ça va très loin, ça va jusque sous les draps. C'est comme ça. Votre vie sexuelle elle-même, elle est prise là-dedans. Je ne vais pas vous faire la démonstration, parce que c'est trop long, mais vous pouvez comprendre que quand même, vous devinez qu'effectivement, quand ça ne marche pas du tout dans votre travail, que systématiquement, on vous engueule dans votre boulot, qu'on vous disqualifie, qu'on vous considère comme un incompétent, qu'on vous dit, puisque c'est comme ça, on va vous donner des tâches les plus médiocres, et en plus les tâches les plus déqualifiées, etc. Effectivement, la dame, elle rentre chez elle, tire la gueule. Puis à force de tirer la gueule, elle perd sa confiance en elle-même, perd sa coquetterie. Ça finit par exister physiquement. Et à force de se déconsidérer, d'être déconsidéré partout, on perd son charme et sa capacité de séduction. Donc effectivement, quand on se retrouve au pieu, le mec, il n'a plus envie. Elle non plus, d'ailleurs. Frigide. Et le mec aussi, paf. C'est comme ça. Donc l'audience sexuelle, évidemment, un homme qui réussit dans son travail, grosso modo, c'est plus séduisant qu'un mec qui rate. Vous êtes à peu près assez d'accord avec ça. Une femme qui réussit, c'est pas sûr qu'elle soit plus séduisante qu'une femme qui rate. Il y a beaucoup de mecs que ça déstabilise quand leur femme réussit. Elle gagne Et puis maintenant, voilà qu'elle arrive à un niveau social et culturel, professionnel, etc., supérieur à monsieur. Le monsieur, il ne peut plus bander. Hein. Ah, mais c'est ça la clinique aussi. Donc vous voyez que... Je vous assure, c'est pièce en main, hein, c'est publié. Enfin, pièce en main, oui. J'aurais dû quand même mieux préparer mon topo, je suis d'accord avec vous. Et donc, souvent, quand les femmes montent en qualification et montent en prestige social, ça déstabilise des couples. Et donc, quand les femmes montent dans la carrière et dans la hiérarchie, très souvent, vous avez des troubles dans l'économie domestique, mais ça va jusque dans l'économie sexuelle, l'économie érotique. Et donc, quand une femme passe d'ouvrière à contremaître, eh ben, en général, ça casse dans la famille. Voilà. Pareil, quand une femme tient un certain niveau et qu'elle devient cadre, surtout si elle devient cadre à un niveau supérieur à son mari, en gros, vous avez une rupture familiale. C'est vrai chez les cadres, c'est vrai chez les ouvriers, c'est vrai chez tout le monde. Voilà. Donc, vous voyez, la pénétration de l'espace privé est considérée, et pas de la même façon pour les hommes et pour les femmes. Le travail, on sait où ça commence, on ne sait pas jusqu'où ça va, mais ça va très loin. Voilà. C'est pour vous dire que la souffrance au travail, ce n'est pas
une affaire latérale ou contingente, nous sommes tous pris dedans. Voilà. Et ça nous prend très loin, jusque dans notre intimité. Voilà. Si j'avais le temps, je vous expliquerais que l'intelligence qu'il faut déployer pour trouver la solution implique en fait votre corps tout entier. Alors c'est facile à montrer quand il s'agit de piloter un avion de chasse. C'est facile à montrer quand il s'agit de piloter une centrale nucléaire. Il faut la sentir, la centrale, avec son corps. C'est facile, relativement facile à comprendre quand il faut parler du chirurgien. Le chirurgien voit bien qu'il est dans un rapport technique avec un corps, il faut qu'il le sente, ce corps. Mais dans vos métiers, c'est la même chose. Voilà. Il y a un engagement du corps dans le rapport au réel, sans lequel vous n'aurez jamais l'intelligence au travail. Il faut sentir la situation avec son corps. Il faut sentir le patient, il faut sentir le délinquant, il faut garder le contact. Tout ça, c'est avec le corps que ça se fait. Ce n'est pas seulement avec le cerveau. Il faut éprouver dans son corps ce rapport-là, ce moment où, à chaque fois, il pique sa crise, l'autre, comment arriver à le domestiquer? C'est compliqué. Comment arriver à maintenir la relation? C'est un rapport dans lequel le corps est en avance sur la conscience que vous en avez. Il faut l'intuition de la solution, elle vient d'abord par le corps et par la souffrance en tant qu'elle s'éprouve avec un corps. Le contact avec le malade pour le psychiatre, c'est un contact qui engage le corps. Le contact avec le public pour le prof, c'est un contact physique. Il faut le sentir, le public, quand il vous écoute. Ou quand vous perdez l'écoute. Parce que quand vous perdez l'écoute, il ne faut pas laisser le truc progresser. Il faut rattraper. Sinon, c'est le chahut, c'est foutu. Et pour un prof dans un lycée ou dans un collège, il ne faut pas qu'il se fasse chahuter. Parce qu'une fois qu'il est chahuté, c'est foutu pour l'année. Donc, comment il sent que ça va chahuter? Il faut qu'il le sente avec son corps, parce qu'on ne sait pas, il n'y a pas... Voilà, le corps est toujours... Même dans les tâches les plus intellectuelles, le corps est toujours au rendez-vous. Cette intelligence, c'est une intelligence du corps. Voilà. Et pour que vous soyez capable de trouver ces solutions, il faut en fait que vous remaniez le rapport que vous avez avec votre propre corps. Y compris dans le travail social, c'est pareil. Y compris le juge. Hier, j'étais auditionné dans un tribunal de grande instance dans la région parisienne. C'était compliqué. Voilà. Il y avait une bataille assez dure avec un gars qui a harcelé quelqu'un, qui l'a poussé jusqu'à la mort. Elle s'est suicidée. Bon. Et donc il y avait une avocate particulièrement désagréable, vraiment très, très hostile, quoi, qui montait au créneau, qui déstabilisait la présidente, la juge-présidente, etc. Et à un moment donné, il a fallu que je parle de cet engagement du corps et que la patiente, cette femme qui s'est suicidée, et donc je l'ai prise d'avocate. Je lui ai dit, vous voyez, vous aussi vous faites la comédie. C'est avec votre corps que vous essayez de ramasser le morceau. Il y a un engagement du corps de l'avocate qui déstabilise les autres. Et je dis, c'est une dramaturgie qui fait partie. Travailler, c'est aussi, pour vous, c'est aussi un engagement du corps. Il y a une manière d'être avec les gens, une manière d'imposer son autorité, une manière d'être gentil à un certain moment, d'assouplir les... Tout ça, il faut une dramaturgie, c'est qu'il y a un engagement du corps. Ce que je vous dis, les mots que je vous dis, ne sont pas que les mots que je vous dis. Il y a aussi la manière dont je vous le dis. Donc toute la mise en scène, donc qui est très connue pour un certain nombre d'entre vous, parce que vous avez fait de la sociologie, c'est connu depuis Erving Goffman sous le nom de présentation de soi, et la rationalité de l'action par rapport à la présentation de soi. Il y a une manière de se présenter qui fait que votre dire, et votre action, elle passe, ou elle ne passe pas. Et si vous n'avez pas la bonne dramaturgie, la bonne mise en scène de ce que vous avez à dire, ça ne passe pas. Et donc l'avocat qui n'a pas cette capacité, mais il dit des choses vraies, on s'en fout. Et le mec, il est condamné. C'est comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très sérieux. Il y a des juges, il y a des procureurs. Moi, j'ai des procureurs sur le divan, parce que par ailleurs, je suis psychanalyste. Et vous voyez que le procureur, avant des assises, il a peur, lui aussi. Parce que ce n'est pas facile du tout. Et les peurs est-ce qu'il va être à la hauteur du procès? Est-ce qu'il va se souvenir de toutes les pièces? Parce que les avocats en face ne sont pas marrants du tout, hein, les parties civiles. Et ils ne vont pas le louper. Est-ce qu'il va, c'est des dossiers invraisemblables, se souvenir de tout, alors que par ailleurs il fait aussi la garde et qu'il était de garde pendant tout le week-end et que toute la nuit ça n'a pas arrêté de défiler les gardes à vue et puis je ne sais plus comment on appelle ça, la présentation immédiate, là, parution immédiate, comparution immédiate, pas parution, pas apparition, pas parution, comparution immédiate. Bon, le mec il est crevé, il faut se souvenir de tout ça, il a peur et il va falloir qu'il retrouve l'énergie de présenter ses arguments. Voilà, et c'est ça un bon procureur. C'est difficile, vous voyez. Dans vos métiers, vous êtes constamment requis dans la présentation de soi. C'est aussi un savoir du corps, d'accord?
ça passe pas ce que je vous dis. Je ne sais pas comment faire. Bon. Je vais vous donner un exemple de ces trouvailles du corps. Voilà. C'est une assistante maternelle. Vous savez ce que c'est qu'une assistante maternelle qui s'occupe des petits-enfants dans les écoles. Je vais vous donner un exemple. Donc, l'assistante maternelle, après le repas de midi, les petits-enfants font la sieste. Et il y en a pas mal de petits-enfants. Et elle doit les surveiller pendant qu'ils dorment. Et une de ses fonctions, c'est d'éviter qu'il y en ait un qui s'étouffe, en gros. Ou qu'il y a un incident et qu'elle passe à côté. Parce qu'il y a des enfants, ils s'étouffent. Il y en a qui font des pauses respiratoires, parce que la grande hantise quand ils sont petits, c'est la pause respiratoire, la mort subite. Bon, mais c'est aussi l'enfant qui est un peu enrhumé et puis qui va s'étouffer, ou celui qui va faire une fausse route, qui va faire une régurgitation, etc. C'est assez compliqué. Il faut écouter tous ces enfants. C'est le repas. Le repas est fini, tous les enfants dorment. Et elle doit surveiller. Et là, il y a des grandes difficultés dans ce métier. D'un côté, c'est très communicatif, le sommeil. C'est vrai, les grands problèmes, c'est elles partent en sommeil aussi. En plus, elles sont fatiguées. C'est en général des mères célibataires, pour un certain nombre de raisons sociales. Tout le monde n'est pas assistante maternelle, donc voilà, c'est comme ça. Elles sont crevées, donc elles s'endorment. Et d'un autre côté, il faut écouter les enfants, mais si vous les écoutez, vraiment, tout le temps on est aux aguets, ça ne va pas. Ils sont tous suspects, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, elles ont trouvé une combine. Et la combine, c'est de prendre une pelote de laine, des aiguilles, et elles tricotent. Alors, tricoter, c'est génial, parce que d'un côté, ça vous maintient réveillé, de l'autre, ça vous déconcentre des enfants, donc vous occupez de votre tricot, et petit à petit, vous entendez le ronronnement de tout ça, tous les petits machins. Voilà, vous êtes au diapason, voilà, vous quittez des yeux, et très bien. Ça, un cœur respiratoire, avec un H, C-H-O. Et puis vous êtes au diapason. Et tout à coup, il y a un truc anormal, paf, immédiatement elle sait, c'est celui-là. Et elle le rattrape. Donc cette façon de se mettre en écoute flottante grâce au tricot, c'est une découverte géniale des assistantes maternelles. Mais j'insiste sur cette affaire, parce que, évidemment, si vous avez un gestionnaire qui passe et qui voit la bonne femme en train de tricoter, c'est quoi ça là? Faites quoi là? Est-ce qu'un gestionnaire peut comprendre que le tricot, c'est une trouvaille, c'est une astuce du métier? En plus, ça existe là, mais je pourrais vous montrer dans les raffineries de pétrole ou dans la pétrochimie, il y a des gars, ils ont des combines qui sont très voisines, ils jouent au Scrabble pour entendre l'installation, le ronronnement de l'installation. C'est exactement la même chose que le tricot, mais qu'ils ont inventé à leur façon à eux, chez les ouvriers et techniciens de la pétrochimie. Voilà. Ça, c'est un rapport, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est le rapport individuel que l'on a avec sa tâche, avec, en l'occurrence, le client, ou peut-être avec d'autres, parce qu'il faut aussi entretenir des relations avec bien d'autres que le client. Effectivement, le travail, ce n'est pas seulement un rapport individuel avec une tâche. On travaille avec les autres, on travaille pour les autres. On travaille toujours pour un client, pour un usager, pour je ne sais pas qui. On travaille aussi pour un supérieur, on travaille pour la justice, c'est le juge qui vous prescrit un certain nombre de tâches à faire, par exemple. Vous travaillez avec des collègues, vous travaillez pour vos collègues. Votre travail engage la réussite du travail de votre collègue ou leur échec. Vous engagez votre chef, vous engagez vos subordonnés. Enfin bref, le travail, il est tout le temps pris dans un tissu de relations. Alors ça, c'est très compliqué. On entre dans un deuxième volet qui est maintenant l'intelligence plurielle, au pluriel. Alors c'est très compliqué aussi. C'est encore plus intéressant que ce qu'on peut découvrir dans le travail individuel, dans le rapport individuel à la tâche, puisque ça implique maintenant de mettre toutes les intelligences ensemble. Parce que si chacun se met à être intelligent à sa façon, vous voyez où ça va. Alors, si chaque travailleur social se met à être intelligent dans son coin, en gros, vous avez la casse. C'est comme des infirmiers dans une équipe de psychiatrie. Si chaque infirmier se met à être intelligent avec le malade, ça va mal se terminer. Parce que c'est bien ce qu'il fait, sauf que l'autre, il fait autre chose et que forcément, ça pète. Ils vont se retrouver en contradiction. Et c'est pareil dans le travail social.
Donc, vous êtes bien obligé de faire un effort pour mettre les intelligences ensemble. Et le travail collectif, ce n'est pas donné. Voilà. Alors, ce qu'on fait pour essayer de conjurer ces difficultés, c'est ce qu'on appelle la coordination. Donc, on donne des ordres, c'est encore le prescrit. Mais les travailleurs sociaux, comme les autres, ne font jamais ce qui est prescrit. Ils recomposent. Alors maintenant, il faut recomposer collectivement. Alors, c'est une activité qui est extrêmement intéressante et sur laquelle il faudrait évidemment longuement parler pour savoir comment vous trichez avec les ordres. Voilà. La tricherie avec les ordres pluriels, c'est en gros comment on interprète les ordres. Parce que vous recevez des ordres, ça pour en recevoir, vous en recevez sûrement, mais le problème, c'est comment vous les... Il n'y a pas de possibilité pour vous de travailler sans qu'il y ait une part confiée à l'interprétation. Vous devez interpréter ce qui vous est dit. Mais ne croyez pas que c'est seulement vous, c'est plus important chez vous qu'ailleurs. Mais même dans une armée, si tous les hommes se contentent, s'en tiennent à obéir aux ordres, c'est une armée vaincue. Si les gens sont très disciplinés, si les gens font exactement ce qu'on leur dit, ça ne marche pas et les gens se font tuer. C'est tout. Il faut interpréter les ordres. Même dans l'armée, on interprète les ordres. Le problème, c'est que là, il faut arriver à l'interpréter ensemble, ce qui est très compliqué. Alors, c'est un terrain passionnant. Comment on fait pour se mettre ensemble? En tout état de cause, ce que ça suppose, vous pouvez le deviner, c'est qu'il y ait un espace pour pouvoir discuter le travail. Discuter l'interprétation que je donne, moi, de l'ordre qui a été donné, ou de l'objectif qui a été fixé, et comment l'autre, voilà, qui a une autre expérience, qui a une autre ancienneté, qui vient par un autre parcours, il a une autre conception de la manière d'interpréter les choses. Ne croyez pas que c'est facile d'expliquer ce que vous faites, parce que quand vous l'expliquez, il faut en plus que vous obteniez de la part des autres une certaine loyauté. Parce que si vous commencez à raconter ce que vous avez été amené à faire avec tel toxicomane ou avec tel vieillard, il y a des drôles de choses qui se passent. Je peux vous en raconter des centaines d'histoires dans le travail social, comme ça. Quand on est obligé de supporter des drôles de choses avec les gens, de faire des drôles de compromis pour garder le contact. Pour pas... Mais est-ce que vous allez oser raconter ce que vous avez fait? Mais si vous voulez coopérer avec les autres, si vous voulez réussir à faire les choses ensemble, il faut que vous soyez capable de raconter ce que vous avez fait. Alors, il faut oser, c'est un risque. Il faut en plus être capable de donner vraiment la description, ce qui n'est pas facile. Et donc, si vous le dites, il va falloir que vous vous justifiez. Il faut être capable de se justifier. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne jouent pas le jeu et qui ne disent rien sur ce qu'ils font. Parce que c'est vrai que c'est risqué de dire ce qu'on fait. Il n'y aura pas de vrai... Alors, vous avez compris que la différence entre ce que les gens font et ce qui est prescrit, c'est la différence entre la coordination et l'autre, ce que les gens font vraiment, ça s'appelle la coopération. Il n'y a pas de coopération si les gens ne disent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire s'ils ne rendent pas compte et ne rendent pas visible ce que les autres ne peuvent pas savoir si je ne le dis pas. Voilà. C'est une opération très compliquée de mise en visibilité de savoir-faire. Je montre ce que je sais faire, je justifie, mais du coup, je montre aussi ce que je ne sais pas faire. Moi, par exemple, on est tous avec plus ou moins de dons pour ceci ou cela, plus ou moins de talent, plus ou moins d'expérience. Moi, par exemple, je suis assez bon sur un certain nombre de trucs, que je ne vous dirai pas beaucoup, mais il y en a un sur lequel je sais que je suis mauvais par expérience, c'est la question de la violence, qui vous concerne plus directement. Moi, je suis mauvais sur la question de la violence. Quand il y a un mec, un patient psychotique ou je ne sais pas quoi, ou psychopathe, qui a une tendance à la violence, c'est sûr que je me fais cogner. J'attire les coups, c'est quelque chose d'invraisemblable. C'est comme ça. Voilà. On est 5 ou 6 dans la rue, il y a un mec énervé, paf, c'est toujours sur moi que ça tombe. C'est sûr, bon, et je ne suis pas doué pour ça. Voilà. J'ai essayé, j'ai essayé d'apprendre les sports de combat, ça n'a jamais servi à rien. Je ne suis pas très doué non plus pour les sports de combat, pas assez endurant comme il faudrait, etc. J'y crois pas assez. Donc j'ai pas le temps de vous développer tous ces points. Mais c'est assez compliqué de trouver les conditions dans lesquelles les gens vont oser parler de ce qu'ils font et rendre visible. Ce n'est possible que si, en face de vous, vous avez des gens qui sont loyaux et des gens en qui vous avez confiance. Donc, il faut des relations de confiance. Donc, il n'y a pas de coopération sans confiance. Mais la confiance, elle ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas un état d'âme, la confiance. La confiance, ça se met à l'épreuve. C'est compliqué. Il faut avoir confiance dans ses collègues, il faut avoir confiance dans son chef. Si je dis ce que je fais, il ne va pas s'en servir contre moi. Donc c'est très compliqué l'affaire de la confiance, mais il n'y aura pas de travail collectif sans confiance.
Et c'est la même chose avec vos collègues, c'est la même chose avec votre chef et avec vos subordonnés. Il faut que les subordonnés ils aient confiance en vous. Sinon, il n'y aura pas de coopération, parce qu'il y a la coopération horizontale, puis il y a aussi la coopération verticale. Il y a la coopération avec les clients, avec la famille en question, la coopération de l'institution scolaire. Vous voulez mettre le môme dans l'école, mais il faut négocier avec l'école, il faut négocier avec les profs, il faut négocier avec le conseiller d'orientation, etc. pour obtenir. Donc il faut que vous obteniez leur coopération, qu'ils travaillent avec vous. C'est tout un boulot. Ça s'appelle la coopération transverse. Bon. Tout ça n'est possible que si vous créez des relations de confiance avec ces gens. Il ne faut pas donner la confiance. Donc il faut la mettre à l'épreuve, il faut la vérifier, etc. Alors je n'ai pas le temps de vous faire tous les chaînons intermédiaires de la coopération, mais quand tout ça marche, vous arrivez à créer des accords. Dans le meilleur des cas, des accords entre les gens, entre les travailleurs sociaux, dans une équipe, vous avez un accord sur ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui est injuste. Et petit à petit, vous arrivez à un accord qui se stabilise, que tout le monde reconnaît dans l'équipe, ça devient un accord normatif. Quand vous avez plusieurs accords normatifs, ça donne une règle de travail, c'est une règle de cette équipe, qui n'est pas forcément la même que dans une autre équipe, hein. Parce que les gens n'ont pas la même expérience et ne construisent pas la même chose. Donc vous avez des équipes qui ne travaillent pas de la même façon parce qu'elles ont construit des règles différentes. Cette activité de production de règles, qui est absolument bouleversante et géniale, alors là vous savez ce que ça veut dire que le génie de l'intelligence des gens qui travaillent, ça s'appelle l'activité déontique. Activité de production de règles, l'activité déontique. C'est une part très importante, notamment dans votre travail, c'est une part plus importante que peut-être ailleurs. Mais en toute honnêteté, c'est présent partout. Même dans les centrales nucléaires, il faut que les gens... Je vous montre que les gens ne travaillent pas de la même manière. Ils n'ont pas les mêmes règles. Et sur un bloc nucléaire, sur une tranche et sur l'autre, les équipes se sont dotées de règles qui ne sont pas exactement les mêmes, donc ne travaillent pas chacun leur réacteur de la même façon. Du coup, ils n'usent pas les installations de la même façon dans une équipe et dans l'autre. Et quand vous faites les périodes d'arrêt de tranche, c'est-à-dire au moment où on fait la maintenance et qu'on démonte la centrale et qu'on la remet en place, vous ne réparez pas les mêmes, vous ne changez pas les mêmes pièces, ce qui fait qu'au bout de quelques temps, vos deux tranches, qui sont pourtant au départ les mêmes, ne sont plus les mêmes et ne se pilotent plus de la même façon. Donc, il y a une sorte de concrétisation, hein, il y a une sorte de... ça devient... il y a une matérialisation de la coopération, jusque dans la matérialité des machines, des automates eux-mêmes. Vous comprenez ça? Voilà. Donc il y a des styles de travail qui s'installent petit à petit en fonction de cette activité déontique. Voilà. C'est une activité très noble qui n'est possible que s'il y a des espaces dans lesquels les gens peuvent confronter leur, alors je dis le mot, opinion. 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 Parce que les arguments sur lesquels les gens se disputent et sur lesquels les gens s'accordent éventuellement, ce sont des arguments qui sont à la fois constitués à partir de références à la technique, donc à l'efficacité. On peut dire au vrai et au faux, hein, à l'efficace et à l'inefficace. Donc il y a un critère d'efficacité. Mais en fait, les arguments ne sont jamais que liés à la question de l'efficacité. Il y a aussi le problème de est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste pour les gens d'agir comme ça. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Et pas seulement pour les gens, pas seulement pour les clients, pas seulement pour les usagers, pas seulement pour les abonnés, mais aussi pour nous, pour l'équipe. Quand il y a des vieux et qu'il y a des jeunes, vous pouvez pas, il faut adopter une règle qui permette et aux vieux et aux jeunes de travailler ensemble, parce que les mecs, ils n'ont pas les mêmes envies, parce qu'ils n'ont pas les mêmes antécédents médicaux, parce qu'ils n'ont pas la même résistance. Il y en a qui sont tout feu, tout flamme, etc. Mais ils sont inexpérimentés, donc ils partent à fond. Il ne faut pas y aller si vite. Il faut apprendre aux gens à prendre son temps. C'est vachement dur dans nos métiers, apprendre à prendre son temps. Pas traiter tout dans l'urgence, alors que bien sûr c'est tout le temps l'urgence. Non! Ça c'est ce qu'ils disent, on a interprété les ordres. On va voir, c'est urgent, on va prendre son temps. Déjà ça calme tout, et déjà la chose est plus simple que ce qu'on avait cru. Mais pour ça il faut prendre le temps. Donc c'est compliqué, voilà. Et donc pour l'intérieur d'une équipe c'est important de pouvoir négocier tout ça. Et donc les arguments que vous échangez ne sont pas des arguments purement techniques, ils sont aussi matinés de quelque chose qui a à faire avec ce qu'on appelle la rationalité morale pratique. C'est-à-dire avec des choses qui sont justes ou injustes, bien ou mal. Voilà. Bien ou pas bien. Un argument matiné comme ça, c'est-à-dire mélangé de technique vis-à-vis de l'action dans le monde, et d'autre part de quelque chose qui est plus éthique ou moral,
qui vient se mêler, ça s'appelle une opinion. Donc, il n'y a de coopération entre les gens que si ils sont capables de formuler leurs opinions sur le travail, à partir de la situation elle-même et aussi à partir de l'expérience qu'ils ont du réel, c'est-à-dire de ce qui résiste, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, etc. Et il faut défendre son point de vue. Donc, il n'y aura de coopération que si les gens sont capables de formuler leurs opinions. Il faut apprendre à parler. C'est difficile, pour des raisons que vous avez comprises, parce que les gens ne savent même pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas que tricoter, c'est travailler. Donc, c'est compliqué de dire ce qu'on fait. En plus, il faut oser le défendre parce qu'il va falloir se justifier. Et puis, il faut avoir confiance dans les autres. Et ça ne suffit pas, il faut en plus être capable d'écouter ce que disent les autres. Ce qui est très compliqué parce qu'il y a un risque dans l'écoute. C'est un énorme risque. C'est que si vous vous mettez à écouter l'autre, vous risquez d'entendre ce qu'il dit. Et c'est un risque extrêmement... Notamment dans vos métiers, c'est assez grave. Parce que vous avez une certaine conception du travail. Vous êtes sûr que c'est ça qu'il faut faire. Et l'autre, il dit autre chose avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Et vous l'écoutez. Et puis, vous l'écoutez, ça fait déjà 2 mois, 3 mois que vous travaillez avec lui, puis vous trouvez qu'il finalement, il se démerde pas mal. Et puis, à la fin des fins, vous dites, mais si ça se trouve, c'est lui qui a raison. Alors, maintenant, c'est moi qui vais mal. Parce que si c'est lui qui a raison, c'est peut-être moi qui ai tort. Donc, maintenant, c'est vous qui ne dormez pas la nuit. Et vous vous dites, mais finalement, je suis un maladroit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout anodin. Il y a des tas de situations dans lesquelles ça devient très déstabilisant d'entendre ce que l'autre dit. En psychanalyse, c'est une catastrophe, si vous voulez. C'est pour ça qu'il y a des écoles, c'est pour essayer de cerner un certain nombre d'accords entre les psychanalystes. Sinon, vous faites n'importe quoi. Et puis alors, les autres, vous allez dans l'autre école, et alors vous êtes déstabilisés parce qu'ils font tout à fait autrement. Puis au bout d'un certain temps, mais finalement, ça marche aussi. Mais si c'est eux qui ont raison, c'est moi qui ai tort. Donc j'aurais peut-être sorti de cette école. Alors, vous savez, alors, tout vacille, hein, vos références professionnelles. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est sérieux. Et dans vos métiers, c'est particulièrement dur. Alors tout le problème qui est posé, sur lequel il faut quand même s'attarder un peu, c'est en fonction de quoi chacun d'entre nous interprète-t-il les ordres, les objectifs, les consignes qui sont données par l'institution, les consignes qui sont données par le palais de justice, les consignes qui sont données par le directeur de l'institution, par celui qui tient la comptabilité, etc. Finalement, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est une manière d'interpréter les ordres. C'est pour ça que je dis tricher. Vous ne faites pas ce qu'on vous demande. Jamais. Mais l'interprétation que vous faites et l'interprétation que l'autre fait, comme elles sont divergentes, si chacun fait ce qu'on veut, fait ce qu'il veut, ça explose. Donc il faut arriver à se mettre d'accord. Mais comment va-t-on se mettre d'accord? Sur quelle base? Alors là, c'est un point très important qui implique un deuxième niveau que j'ai déjà évoqué, donc je le rappelle, c'est la coopération verticale. Il y a 2 cas de figure. Dans le premier cas, en fait, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Chacun tient à ce qu'il pense et ne veut pas lâcher dessus pour de bonnes raisons. Alors la discussion s'enlise, on n'en finit plus. Donc il va falloir, à la fin des fins, qu'il y ait quelqu'un qui arbitre. C'est l'arbitrage. Alors l'arbitrage, c'est très compliqué. Parce que pour qu'un arbitrage marche, il faut des conditions spécifiques. Si c'est simplement parce que vous êtes chef que vous donnez la... Les chefs, il y en a qui font des arbitrages et personne ne fait ce qu'ils disent. Et dans le travail social, il y en a plein d'exemples. Les mecs ne font pas. On leur donne des ordres, ils ne font pas. Il y a donc un problème entre l'arbitrage et une autre composante de la coopération verticale, c'est l'autorité. C'est un vrai problème. Sur quoi se fonde, qu'est-ce qui nourrit l'autorité d'un chef? Et qui fait que, voilà, en sachant aussi que l'arbitrage, il est demandé par les gens du bas, c'est-à-dire il est demandé par l'équipe. Une équipe, et à un moment donné, elle en a marre de la discussion, elle dit il faut qu'on tranche. Il faut que quelqu'un tranche avec l'autorité dont on a besoin. Et donc les gens, ils demandent d'avoir un supérieur qui tranche et qui assume après. Alors, je n'ai pas le temps de vous faire le topo sur les conditions pour qu'un arbitrage marche, fonctionne. Mais il y a vraiment des conditions très intéressantes, voilà, à étudier dans le détail, et notamment sur la question de l'autorité. Et chaque décision, chaque arbitrage, est une remise à l'épreuve de l'autorité de celui qui prend la décision. C'est comme ça que ça marche. Si ça marche, quand vous prenez une décision, vous prenez la responsabilité de la décision. Donc, si vous avez pris la bonne décision, le bénéfice est pour vous. Si vous n'avez pas pris la bonne, pas pris le bon côté, c'est aussi pour vous.
Alors, tant pis pour vous, vous avez fait une erreur, et bon. Mais il faut l'assumer à ce moment-là, l'erreur. Et donc reconnaître que finalement c'était les autres qui dans la discussion avaient raison. Bon. Faute de temps pour le développer tout ça, je vais en venir au fait qu'une des manières d'unifier les choses, c'est en particulier quand, sachant les uns et les autres que nous devons interpréter les ordres, ce qui est vraiment le cas dans vos métiers, il y a quand même quelque chose qui nous permet de nous rassembler. C'est-à-dire une référence commune, qui fait qu'on ne part pas absolument dans tous les sens, on a une référence commune. Qu'est-ce que c'est que cette référence commune ? Qui nous permet quand même de réaccorder un peu les choses, de les rapprocher et de chercher donc la discussion orientée vers l'entente et vers la concorde entre les gens. Ce n'est pas donné. C'est beaucoup plus facile de finir par se taper dessus. Je suis plus fort que toi, donc tu feras ce que je te dis, que d'aller vers l'entente et la concorde. Il faut une référence commune. Cette référence commune, c'est ce qu'on appelle la doctrine. Et là, on commence à toucher à des problèmes de fond de l'orientation, des nouvelles orientations qui sont données au travail social. Autrefois, dans le travail social, c'était comme dans le service public en général, on avait un certain nombre de présupposés qui étaient très largement partagés par les salariés. C'était que d'un côté, il fallait être efficace, tout le monde est attaché à l'efficacité, y compris les gens du bas. Nous sommes tous très attachés à ce que nous faisons marche. Voilà. C'est clair. C'est beaucoup plus agréable quand ça marche que quand ça rate. Et en plus, c'est plus honorable et on se sent meilleur soi-même et on s'aime plus soi-même, ce qui est quand même le fond de la santé mentale, c'est l'amour de soi. D'abord s'aimer soi-même, quand on réussit que quand on rate. Donc quand on rate tout le temps, c'est très pénible. Donc nous sommes très attachés à l'efficacité, et pas seulement les patrons. C'est pas vrai. Arrêtez de vous faire confisquer le goût de la réussite. C'est pas vrai. Nous aussi, nous l'avons, tous. Deuxième point, c'est un point, je pense, tout à fait essentiel dans l'affaire. Nous avons un certain nombre de préoccupations qui ne sont pas seulement sur l'efficacité, mais qui sont sur la question du juste et de l'injuste, du bien et du mal. Et donc ça se traduisait dans le service public, et notamment dans le travail social, sous la forme de « il faut être équitable », c'est-à-dire essayer de servir les gens de façon équitable, quel que soit leur statut, qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches, qu'ils aient telle pathologie ou telle autre, qu'ils soient de telle origine sociale ou de telle autre. Essayer de faire quelque chose d'équitable entre les uns et les autres. Cette référence commune, quand elle est portée par le management, quand elle est portée par l'institution, elle aide les gens à essayer de chercher l'accord et à chercher la concorde. Or aujourd'hui, il y a un problème de fond, c'est qu'il y a un désaccord qui s'étend de plus en plus, un écart qui s'accroît considérablement entre l'idée que nous avons, nous, travailleurs sociaux, enfin vous surtout, travailleurs sociaux, l'idée que vous avez de ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, et ce qui est équitable et ce qui ne l'est pas, et puis les idées qui nous viennent d'en haut. Les idées qui viennent d'en haut ne sont pas fabriquées par les travailleurs sociaux. C'est fini, ça. Les gens qui vous dirigent, c'est des gens qui sont formés à la gestion. La gestion, elle est fondée sur le déni du travail. C'est important. Toute la formation des gestionnaires, c'est une formation dans laquelle on leur dit « Ah non, n'écoutez pas le travail. Ça ne nous intéresse pas. La seule chose qui compte, c'est les objectifs et les résultats. L'entre-deux, je ne veux rien en savoir. N'écoutez pas les travailleurs sociaux. N'écoutez pas ce qu'ils disent, n'écoutez pas de quoi ils se plaignent, n'entrez pas dans le métier. Résultat, je veux les résultats. » Alors ça change tout. Par exemple, en médecine, vous avez à l'entrée du concours de médecine en France une unité de valeur, enfin une partie du programme, ça s'appelle sciences humaines. Donc on se dit c'est chic, on va faire un peu de psycho, de machin, de sociaux. Pas du tout. C'est de l'économie de la santé qu'on vous refile. Et l'économie de la santé, dans le CHU où était, enfin voilà, que je connais, qui est le meilleur bien entendu, le plus élitiste à Paris, c'est de l'économie de la santé dans laquelle on n'arrête pas de vous parler des durées de séjour, de tous les machins, etc. Et le prof dit à ses étudiants, vous êtes prévenus, c'est un concours, donc je ne veux pas voir le mot médecin dans vos copies. Donc, vous êtes prévenus. Je ne pourrais pas dire que vous n'êtes pas prévenus. Si je vois le mot médecin, je ne vais même pas plus loin, je mets déjà -5. De toute façon, vous êtes hors concours, c'est fini. Je veux voir producteur de soins. Vous voyez, ce n'est pas des mots, c'est des conceptions dans lesquelles on disqualifie le métier du médecin. C'est un producteur du soin, comme l'infirmière, comme l'aide-soignante,
comme l'agent hospitalier. Tout ça, c'est des producteurs de soins. Tout ça, c'est une unité, comme si c'était la même chose. Donc, il y a un déni des métiers. Il y a un déni du travail proprement dit. Et donc, on met des gestionnaires en leur disant, et on leur apprend, dans les écoles de formation à la santé publique en France, la grande école nationale de santé publique à Rennes, ce sont les fonctionnaires, l'encadrant, ils n'apprennent rien sur le travail. Ne discutez pas avec les médecins. Le pouvoir se prend sur le fait qu'on ne veut plus entrer dans le travail. Du coup, la rentabilité, qui devient le seul critère, est un critère qui entre en contradiction de rationalité, donc je m'arrête, avec le travail proprement dit et le métier. Donc le point important aujourd'hui, c'est qu'il y a sur ce champ-là spécifiquement un enjeu fondamental qui est celui du métier. Si vous ne vous battez pas pour le métier, vous serez laminé. Et c'est ce qui est, j'ai lu quelques papiers en France, en Belgique, en Suisse, sur ce qui se passe dans le travail social. C'est effrayant. Quand on vous dit qu'il faut reconnaître le travail social, comme les gestionnaires en question, ils vous disent ça. Mais en même temps, comme ils ne veulent pas savoir ce qu'il y a dans le travail, non. Comment ils se débrouillent du truc? Ils disent, je veux des reportings. Donnez-moi vos statistiques. Donc vous êtes obligé de fournir, d'extraire de votre travail, ce qui n'a rien à voir avec votre travail, le nombre de cas que vous avez vus, le nombre de dossiers, et c'est là-dessus que vous avez... Ça n'a rien à voir avec le travail. Donc, le problème, c'est que pour négocier avec les instances, négocier avec les tutelles, négocier avec le pouvoir, il faut aujourd'hui remonter la question et ne pas lâcher. Leur dire, attendez, très gentil votre truc, maintenant, on va vous poser une question sur telle chose. En quoi il y a un rapport entre le nombre de dossiers ou le nombre de malades qui ont été vus, et le travail, la qualité des soins. Et donc la qualité, notre problème à nous, c'est toujours un problème de qualité. Voilà. Toujours une manière de procès de travail. Et c'est ça qu'il faut défendre, et ça, c'est les métiers. Et je pense qu'il y a une bataille extrêmement dure dans vos métiers à vous. Ça ne se passe pas très bien en France. Récemment, malheureusement, les magistrats eux-mêmes ont accepté l'introduction de la même méthode qu'à France Télécom et partout, c'est l'évaluation individuelle des performances. C'est une catastrophe, c'est une calamité. En quelques mois, ça a déjà détérioré les relations de travail entre les gens, parce que maintenant, vous êtes jugé sur le nombre de dossiers que vous traitez, sur la pile de courriers que vous avez fait descendre, sur les délais que vous... Et uniquement donc sur des apparences. Quant à la justice, évidemment, qui est rendue entre-temps, évidemment, elle est bradée. Parce que pour faire descendre la pile, eh ben, il y a différentes combines. Et parmi les combines, il y a juste de passer le délai. C'est forclos, tac, terminé, il n'y a pas de jugement. Donc ils sont amenés à faire que moralement ils réprouvent. Donc le problème qui est posé, ce n'est pas seulement le problème du désaccord entre les gestionnaires et nous sur ce qui est en cause au travail, ce qui est le réel du travail. Le problème, c'est qu'après, nous sommes entraînés à faire des choses que moralement nous réprouvons. Les juges en question que je vois, ils vont mal aujourd'hui parce qu'ils sont amenés à faire des trucs, par exemple, à prendre des décisions sans délibération. Normalement, on délibère à 3 juges pour ça. Il n'y a pas le temps terminé pour faire le dossier, pour faire du chiffre. Vous comprenez ça? Donc ils font de la justice, mais en fait, ils font des choses qui sont très graves, quelquefois, qui ça engage quand même la vie des autres, si vous voulez. Et vous, c'est pareil, vous engagez la vie d'autrui. On enregistre de l'action. Donc ce que vous faites a un impact sur les personnes en pro, mais en plus, c'est un exemple pour ce que c'est que l'action, y compris le politique. C'est pas neutre du tout ce qu'on fait vis-à-vis des autres. Donc, le problème qui est posé, c'est qu'aujourd'hui, en quelques mois, actuellement, apparaissent les premiers suicides chez les magistrats. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a des gens qui finissent par perdre la boule et disent « mais moi je ne suis pas venu pour ça ». Et ils sont déjà âgés, ils ont une expérience, on leur fait faire des trucs qu'ils ne peuvent pas accepter. Ils acceptent. Et puis, il y en a qui continuent à protester, et là on les sac. La hiérarchie les sac, parce que celui qui est chef de juridiction, lui aussi est évalué, et qu'en fonction de l'évaluation qu'il a, il touche des primes. Rien que pour une prime, voilà où on en est, si vous voulez. Donc, c'est extrêmement grave. Il faut se bagarrer. Il n'y a aucune raison que ça dure comme ça. On peut faire autrement. Mais pour ça, il faut que vous appreniez à dire votre travail. D'abord entre vous. Et reconstituer les tissus de la coopération. Après, c'est possible de négocier avec le pouvoir, parce qu'il ne peut rien faire contre la coopération. Il en a absolument besoin. Merci infiniment. Merci Christophe Dejour. Merci Stéphane. Merci Valérie.
particular day, that particular night, things have been so strange. things have been so light, Entering the wrong place, coming at the right time.